Ah, ça suit tranquillement et... Oui, il n'y a pas d'un-coup, il n'y a pas de... Ouais. Vous pouvez après. Vous l'avez déjà fait il y a 2 ans. Mais là, c'est parce qu'on veut faire Bélic, qui est juste à côté. Ouais, bah, je les ai vus l'autre jour, ils m'ont dit que... Ils sont partis. Ouvre-moi ça, toi. Ouvrir le pot, il est fermé. Eh ben, t'es pas une fou, une signe. Je ne sais pas. De toute façon, on en a déjà fait. Il y en aura assez pour tout le monde. On partagera. Mais, mets le feu en haut et puis on traquera en haut. D'accord, allez. Non, laisse. Ouais, non, jamais ça pourra faire. T'es plus bon qu'un mec, toi, t'es plus bon qu'un mec. Hein. Mais oui, mais voilà. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Ils tardent bien un temps pour venir faire la fête là. Le pain, il va être cramé. Hein, allez. Non, mais il y aura assez de pain pour la fête. Oui. Il y aura assez de pain. Dans la journée? Je vais enfourner ce matin, je vais fourner. Oui. Et puis après, je vais refermer le four. Mais... Et puis par fourner, oui. Oh! Hey, Ah, Gus! hey. Ah, le nez, alors! Il est d'abord cuit, ce pain! Eh ben, avant de le cuire, faudrait peut-être ouvrir le four pour enfourner, oui. Bon Dieu. Le four est fermé. Mais j'en ai fait. Il y en aura pour tous. Il y en aura pour tous. Ouais. J'espère qu'il sera meilleur que celui de l'année passée, hein? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? Ah ben, manger du béton, c'est pas bon pour les dents et encore moins pour le dentier. Ouais, attends, on fait pas du pain avec du béton. Oh, On non, fait non, non, on le fait avec la de farine. la farine. Ouais, mais quoi comme farine? Ah ben, du seigle, de l'orge, De l'orge. des fois de l'avoine. C'est la bonne. La farine de blé! Dis donc, faut avoir les sous pour acheter le blé. C'est pour les Ouais. lentilles. Dis donc, le jour de la vague, vous auriez pu faire un effort, Bah oui, bah améliorer un petit peu la pâte, quand même. Eh ben, si tu donnes le son, on améliorera pas. Voilà. Ça bien gentil, mais bon. C'est bientôt, on va pouvoir sortir les meubles de chez toi sans passer par la porte. Ah bah tiens, voilà ceux d'en haut maintenant! Aïe tout le monde! Aïe! Aïe! Alors ce pain! Ce pain, il est assez dur pour te casser les dents. Tiens. Le pain. Mais, hein? Le pain, il est toujours. Le pain. Et puis rigole pendant que t'as encore des dents. Eh, Mais qu'est-ce que j'ai dit? oui, qu'elle dit, oui. On fait pas du pain pour cacher les dents. Un mot de tout? Ça mode. Bon, Gué. Vu l'actualité, vous m'avez l'air tous bien joyeux. Ouais, ben ça y est, voilà l'institutrice qui rabat la joie. Dis-moi, l'institutrice, on peut quand même sourire un jour de fête, non? Oui, je suis pas sûre qu'on va rire longtemps. Hein. Vous savez que l'Allemagne a envahi la Pologne avant-hier. Ah, attends, avant-hier, le 1er septembre? Bah oui, ben en quoi que ça nous concerne, nous autres des urtières. Mais ça nous concerne, parce qu'il y a un traité défensif de la France avec la Pologne. Et que la France, elle a lancé un ultimatum à l'Allemagne qui expire à 17h aujourd'hui. Oui, bon, bah d'ailleurs, il est où, monsieur le maire, hein? Je l'ai vu en mairie, il m'a l'air préoccupé. Hein. 17h, vous dites? Oui. Ça fait 5 heures. Oh ben, on a encore le temps de faire la fête. Oui. Hein? Les amis du groupe folklorique, la galoche percée, là. Oui. Allez, éblouissez-nous les yeux. Ouais, et puis là, la chorale, là, des joyeux braillards de l'Arc, eh ben, emplissez-nous les oreilles. Allez, amusez-vous. Mais il a le bouc, je la crois. Mais il a le bouc, je la crois. Mais il a la lumière. Bon sang. Allez. Je crois bien qu'il y a un truc grave qui se prépare. Monsieur le maire, vu votre humeur, vous ne venez pas festoyer? Oh que non. J'ai là une... C'est un papier, monsieur le maire, vous savez. C'est un papier. Oui, c'est un papier. Oui. Un papier officiel Ah. qui est une annonce de déclaration de guerre. Oh là, mais attends. Oh, qui dit guerre? Dit mobilisation?
Et finalement, ça dit quoi? Bien, comme vous le savez, après avoir annexé l'Autriche et rattaché les Sudètes l'an dernier, avant-hier, jour du 1er septembre de cette année 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne. Oui, Hitler veut la guerre et refuse l'appel à la raison de la France et de l'Angleterre pour ouvrir des négociations pacifiques. Ouais, mais pourquoi l'Allemagne, elle veut détruire la Pologne? Eh bien, pour assurer sa domination sur l'Europe entière. Oui, et à s'ouvrir la France. Il faut donc lutter contre cette nouvelle tyrannie pour sauver nos terres, nos foyers, notre liberté. Nous devrons faire la guerre parce qu'elle nous est imposée. Voici l'ordre de mobilisation générale afin que chacun rejoigne son poste. Je lis. En ce jour du samedi 2 septembre 1939, par décret du président de la République, la réquisition des armées de terre, de mer et de l'air est ordonnée, ainsi que tous les moyens nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de ces armées. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions de son fascicule de mobilisation. Cerne, tout autant que toi. Je voulais dire que, au moins, tu n'es pas mobilisé vu ton âge. Mais c'est bien pour ça que je suis contrarié. Je suis peut-être pas en âge, mais je sais marcher, courir, je sais tenir un fusil, je sais me battre. Ne me dis pas que tu veux être volontaire. Ils ne te prendront pas de toute façon. C'est dans l'armée officielle qu'ils me prendront pas. Mais il n'y en a pas 36 des armées. Si tu veux aider, il y aura bien assez de travail pour nous autres ici. Avec toutes ces fermes qui vont se vider de leurs hommes valides, si tu veux aider, il y aura amplement de quoi faire. Mais enfin, aider à la ferme, c'est pas aider à la guerre. Mais bon sang, mais je comprends pas. T'auras bien vite assez l'âge pour aller te faire tuer si c'est ce que tu veux. Mais tu comprends pas que c'est au front qu'ils ont besoin d'hommes, pas ici. D'hommes, oui, pas de gamins qui sortent tout juste de l'enfance. Et nous, tu penses à nous, à notre avenir, à toutes les promesses qu'on s'était faites. Et tu peux me dire comment on va vivre heureux dans une France occupée, avec pour seul homme valide des vieillards et des gosses? Ouais, vaut donc mieux être veuve avant l'âge. Vaut donc mieux être veuve avant l'âge. Vaut donc mieux être veuve avant l'âge.
plutôt la reculer ces temps-ci. Avec la résistance qui s'organise, je peux te dire que ça va chauffer pour leurs fesses. Mais attends, il y en a combien à venir? 6 ou 7, au moins 2 de Chambéry. Ils vont passer par Coise. Oh, et puis un autre des arbres. Ils savent où on se trouve au moins? Non. Un de chez nous les prend au village, enfin les ramène au village en passant par Argentine. Enfin, une longue histoire. Et puis, Luigi les ramène ici. Luigi? Luigi, t'as confiance? Bah ouais, pourquoi? C'est un peu italien comme nom ça. Et comme l'Italie elle a rejoint l'Allemagne. Et alors? Tu crois que tous les Italiens sont fascistes? Et suivent avec des œillères le gouvernement de Mussolini? Bah non! Mais bon. Alors oui, j'ai été enrôlé dans la Wehrmacht. De force. Et c'est bien pour ça que j'ai déserté. Vous les Français, est-ce que je dis que vous êtes tous des collabos? Ouais, allez. Et que vous êtes pliés au gouvernement de Vichy? Ouais, ça va, allez. Ah, excuse. Ça va les gars? Le voyage était bon? Moi c'est Jean, lui là-bas c'est Charles. Roger. Bernard. Charles. Roger. Charles. Bernard. Et donc, c'est vous de Chambéry? Du groupe d'André Caillet? Ouais, c'est ça. C'est vous? Depuis l'an passé. Ouais. Octobre 43, on a décidé de rejoindre le maquis. On est passé par la filière de Coise et puis voilà, nous voilà. Hein. Ah bah bon sang, mais je sais pas ce que vous complotez là. Mais toi, en tout cas on te voit presque plus en bas, hein. Oh. Oh, laisse-nous la Et puis ça commence à jaser. Mais tu peux pas comprendre, laisse-nous tranquille. Bah pourquoi que je pourrais pas comprendre? Parce que t'es pétiniste, comme tous les autres Savoyards. Et alors, il est où le mal, hein? Le maréchal il fait ce qu'il peut, avec les boches et la vache sur le dos. Le mal, c'est que si la France est occupée, c'est bien sa faute. C'est lui qui s'est vendu aux Allemands, d'accord? Oui, bah peut-être. Mais en tout cas, c'est quand même grâce à lui que la guerre, elle a arrêté, hein. Et de quel droit il a signé l'armistice? Hein? Et à quel prix? Ouais, c'est bien lui tout seul qui s'est octroyé le titre de chef de l'État français, qui mène une politique complètement autoritaire. Et qui c'est qui a aboli les institutions républicaines? Et les libertés fondamentales, tiens? Et qui c'est qui a dissous les syndicats et les partis politiques, tiens? Et cette législation antisémite sur le statut de juif, quasiment copiée sur celle des nazis? Bon, puis vous commencez à me saouler avec votre politique. Ouais, je m'en vais, moi. J'ai beaucoup mieux à faire. Ouais, va faire, allez. Oui, mais Tant que t'as encore le droit de bouger. en attendant, prenez ça. Et puis surtout, n'abusez pas, hein, parce que avec ce que nous laissent les Allemands, et puis surtout, faites gaffe à vous. Merci maman. Ça va? Moi c'est Jean. Et Louis. Jean. Charles. Jean. Robert. Charles. Pas bien présent. Charles. C'est pas bien malin les gars de vous présenter par vos vrais noms. Non. Roger. Alors comme ça, c'est vous qui venez des Alpes. Ouais, en passant par les fontaines et le camp des francs-tireurs de Saint-Rémy. Tout comme lui d'ailleurs. Ah, donc c'est vous qui venez de Moselle? Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un Lorrain, il vient se perdre par chez nous? Écoute, je me voyais pas me faire embrigader de force par la Wehrmacht. Comme mon frère. Quoi? Ton frère il est avec les Boches? Non, mon frère il est pas avec les Boches. C'était ça ou la déportation. Moi je me suis barré. Et de toute façon je vais où on me dit d'aller. On résiste ici à Lyon, à Nice, l'ennemi reste le même, non? Ouais, t'as raison. Moi, je viens de Gironde. On va faire le service du travail obligatoire, et ben, il a fallu que je disparaisse. Ouais, ben, un peu comme nous tous, hein, le STO. Quand tu penses que le pétain tout fier, là, il te dit que ça va permettre d'exporter le savoir-faire français. Et contrairement aux jeunes de mon âge, de par chez moi, je suis pas allé me planquer dans un vignoble ou dans une ferme. Ça, c'est tout à ton honneur. Ouais. Un autre honneur. Et même que ça s'arrose. Ah ouais. Ouais, enfin les gars, doucement, hein. On n'est pas là pour s'amuser. Eh, calme-toi le rabat-joie. Oh le bonjour. Quand même, je crois que tu oublies qu'il y a une tradition par chez nous qui fait que pour accueillir les pas d'ici, on fait péter un bouchon pour dire nos convivialités. Allez. Comme chez nous d'ailleurs. Ouais, mais quand même, notre vin à nous, il est un petit peu meilleur. Hein. En juin 40. En juin 40, la France est écrasée militairement, effondrée politiquement et moralement. Plus de la moitié de son territoire est occupée. Et la classe politique, dans sa quasi-totalité, se jette dans les bras du maréchal Pétain, croyant trouver en lui l'homme providentiel qui sauvera la France. La Troisième République passe
dans les poubelles de l'histoire et Philippe Pétain met en place l'État français, un régime autoritaire et réactionnaire qui, dès l'automne 1940, se lance dans une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. Mais aux heures les plus sombres, dès juin 40, des hommes et des femmes, peu nombreux, il faut le dire, ont refusé la défaite et ont décidé, sans savoir comment encore, continuer le combat. Peu à peu, de ce refus spontané, vont émerger des organisations mieux structurées. On les appelle les mouvements. Ici, en zone sud, il y a 3 grands mouvements. Combat, francs-tireurs et libération. Parallèlement à ces mouvements, indépendants de toute organisation préexistante, le Parti communiste, à partir d'août 1941 et de l'attaque de l'URSS, se lance dans la lutte armée contre l'Allemagne, contre les Allemands, contre l'occupant. Il faut que nous nous arrêtions quelques instants sur ce parti, puisque l'histoire du plan du Bourg est reliée par certains fils à l'histoire du Parti communiste. Avant-guerre, en Maurienne, le secteur d'Argentine est le seul où le Parti communiste a réussi à s'implanter sérieusement. Et il existe des cellules à Argentine, mais aussi dans les petits villages de Saint-Georges-d'Urtière, de Saint-Alban-d'Urtière, à La Chapelle, à Sainte-Marie-de-Cuine. Cette présence aura une importance réelle au moment du développement du foyer de résistance dans le secteur d'Argentine. En février 1942, le Parti communiste met en place les FTPF, les francs-tireurs et partisans français, une organisation distincte de lui qui va se lancer dans la lutte armée et qui est ouverte à tous. Les FTPF apparaissent en Savoie dans l'hiver 42-43. Et en mars 1943, naît le premier groupe FTP de Maurienne à Argentine. Et puis bientôt, il essaime aux alentours. Quasiment au même moment, en février 1943, ils en ont parlé juste avant, le gouvernement de Vichy, dans le cadre de sa politique de collaboration, met en place le STO, le service du travail obligatoire. Des centaines de milliers de jeunes Français doivent partir travailler en Allemagne pour remplacer les hommes allemands qui, eux, sont au front. La quasi-totalité de la population rejette ce STO. Et ce STO va avoir un impact capital sur la résistance, puisqu'il lui donne là un nouvel objectif. Entraver le départ des jeunes Français, organiser, recueillir tous ceux qui refusent de partir, ceux que l'on nomme les réfractaires. C'est la naissance des maquis. Et ici, dans ce secteur, dès mars 1943, un premier maquis naît. Pas de ce côté de la montagne, de l'autre côté, à Champ-Robert, au-dessus d'Argentine. Son histoire va être brève et dramatique, car le 11 mai 1943, il est attaqué par la gendarmerie française, attaque à l'issue duquel un jeune réfractaire, Émile Delette, un ancien du 13e BCA, est tué dans des circonstances peu claires. On retrouve au petit matin son corps. Il est menotté et il a reçu un coup de baïonnette au ventre. Cette mort brutale va provoquer dans la population une réaction de soutien aux réfractaires et de rejet accentué de Vichy. Il faut souligner l'importance de ce premier maquis parce qu'il montre qu'ici, il y a un terreau favorable pour accueillir des réfractaires. Les FTP vont se développer dans le courant de l'année 43. On fait un petit bond à l'hiver 43-44. Dans cet hiver, de jeunes réfractaires qui auparavant étaient regroupés dans un gros maquis vers Saint-Solinda, au camp du colonel Dumont, viennent s'installer à La Chapelle et à Saint-Rémy. Ces deux camps vont rejoindre les rangs des FTP. Mais rapidement, la nécessité d'un nouveau maquis se fait sentir. Et en février 1944, l'organisation FTP décide d'implanter ce maquis ici,
à Saint-Georges, où il sait qu'il peut compter sur le soutien de plusieurs familles paysannes pour ravitailler et accueillir les résistants. Au cours du mois de février, des hommes vont arriver, une quinzaine. Ils se sont présentés dans la scénette précédente. Mais je voudrais insister sur la grande variété de leurs origines. Et c'est ça la résistance. C'est des hommes qui en temps normal ne seraient jamais croisés. Leur destin aurait été totalement différent. Et là, ils se retrouvent ensemble. Il y a les 5 Yougoslaves, sans doute des Serbes, qui ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht. C'était très commun. Il y a Josef Gerguksewicz. Lui, il est polonais. Il s'est échappé d'un groupement de travailleurs étrangers. Et en décembre 1943, il a abattu un gendarme et en a blessé grièvement un autre alors qu'il tentait de l'arrêter. Il y a Robert Marlier, lui est bordelais. Il y a Charles Martinotti, un ouvrier chambérien, c'est le chef du camp. Il y a Jean Singer, le Mosellan, qui a fui la Moselle pour ne pas se retrouver dans la Wehrmacht comme son frère aîné. Et puis il y a les novices, ils sont 4. Ils arrivent de Chambéry. Bernard Catlin-Tellier, Roger Labre, Jean Chiochia et Charles Michel, dit Poussin. Les 2 premiers n'ont pas encore fêté leurs 20 printemps. Ils sont amis d'enfance, ils sont tous ouvriers et ils sont là pour échapper au STO. Et puis, la dernière semaine du mois de février, arrivent 2 nouvelles recrues. Louis Ronchaille, lui il vient de Nice, et un dénommé Raymondet. Il a 24 ans et lui aussi doit échapper au STO. C'est de Coise qu'il arrive. Alors sur la vie du camp, on n'a pas d'éléments. Des corvées de ravitaillement, il faut aller chercher le bois, des exercices physiques, et puis le soir des veillées où on parle sans doute de la guerre, de l'après-guerre, de politique, et puis peut-être de filles. Mais cette vie apparemment tranquille va être troublée. En effet, le 11 mars au soir, Raymondet a disparu. Or, les consignes sont strictes. Il est interdit de quitter le camp sans un ordre, sans une autorisation. Ça correspond à une désertion. Joseph et les Yougoslaves sont inquiets. Ils partent à sa recherche pendant plusieurs heures. Ils fouillent les bois, la forêt. Pas de traces. Le 12, on envoie un homme à Argentine, à la gare, pour voir s'il y a trace de Raymondet. Mais non, rien. Il a disparu, et là, l'inquiétude apparaît.
chambre depuis longtemps mouillée, avait bien déjeté. Et la main retombe, il ne reste qu'une ombre, on ne savait jamais pourquoi l'été. La vie de monotone et sans rage du vent, survivant encore un jour une heure au cinéma. Combien de tourne-roue avec de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Les gens fiers à sa chance, c'est clavier, Jéhovah ou Vishnu. N'oubliez pas, il apporte le ciel, on voulait simplement ne plus vivre à genoux. Qu'est-ce que je fais encore là à traîner dans mes pattes? Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et toi? Moi, ça te regarde pas, clair? Ça me regarde pas. La guerre, ça me regarde autant que toi, je te signale. Oui, mais parce que nous, on fait. Et pourquoi je participerai pas à ce que vous faites? Parce que t'es trop petit, t'es trop jeune. Et puis t'es mon frère. C'est dangereux. Qui m'a... S'il t'arrivait quelque chose... Qui m'arrive quoi? Je peux au moins rester à garder. Bon, tu te mets là, tu ne bouges pas, tu ne parles pas, et tu ne me déranges pas. Et pourquoi les autres? Et il est où, Charles? Oh, Charles! Désolé, je suis là. J'avais 2-3 trucs à finir derrière. Jean, je te laisse résumer, donner les dernières directives. Bon, les directives, vous les savez aussi bien que moi. On a rendez-vous à 19h précise avec le FTP de Saint-Rémy. Luigi. Eh bien, avec Charles et Raymondet, on descend par Saint-Alban jusqu'à la Nationale. Et là, on prend direction Saint-Rémy pour les rejoindre au virage de la Madeleine. D'accord. Roger, Louis, Georges. Et ben nous trois, on va rejoindre ceux des armes, passant par le haut. Ok, et pour finir, moi, Bernard et Robert, on va rejoindre l'Argentine en passant par Aiguebel. Rappelez-vous tout le monde, pas d'armes, c'est clair? Hein? On est en bas. Ouais. Je te vois bien expliquer à l'officier allemand que ton Mac 36 c'est pour aider ton cousin à soigner les bêtes, tiens. Oui. Ouais, les explosifs? Les charges ont été passées dans la nuit, sur le pont et les 2 tunnels. Ne vous inquiétez pas, hein. Parce que, avec ce qu'on va leur mettre, on verra tout le combat pendant au moins 6 mois. Avec la débarque allemande, dans 6 mois, les frisés, ils sont à la maison. Ah, c'est clair. 6 mois, tu dis? 6 mois. Il y a eu combien aujourd'hui? Le 13 de mars aujourd'hui. 13 de mars. Donc tu me dis que le 13 septembre. Tu me dis que le 13 septembre, il n'y a plus un frisé qualifié en France? Il n'y a plus un frisé en France. Bon, tu sais quoi, je tiens le pari. Allez. Je tiens le pari. Je fais comme ça. On a toujours pas de nouvelles, Raymondet? Non. Ouais. Je sais pas. Moi, il m'a dit qu'il devait passer par je sais pas où et puis il nous rejoignait ici. Ah ouais, bah il ferait bien de se dépêcher parce que là c'est le moment d'y aller là. En parlant du loup, le plat. Peuple, là, c'est qui l'amène? Non, arrêtez. c'est un des nôtres, déguisé pour tromper l'ennemi. Ah, je suis pas sûr, hein. Tu serais pas un officier allemand avec lui? Non, putain, c'est un vrai. On va répondre! C'est pas vers le village!
Dans la nuit du 13 au 14 mars 1944, une colonne allemande composée de 2 automobiles, de 4 autocars, précédée et suivie de motocyclistes, se dirige sur Saint-Georges-d'Urtière. À sa tête, Ludwig Heinsohn, c'est le chef de la SIPO-SD qu'on appelle familièrement la Gestapo. Vers 3 h du matin, 120 hommes prennent position pour attaquer le chalet du plan du bourg. Si Ludwig Heinsohn et ses hommes savent aussi précisément où se diriger, c'est qu'ils ont avec eux un guide très bien informé, c'est Raymondet. Raymondet se nomme en réalité Georges Catella, c'est un Savoyard, il vivait à Chambéry, et il a été chargé d'infiltrer le maquis, d'en localiser l'emplacement et d'en identifier les soutiens actifs. Dans le chalet, à ce moment-là, il ne reste qu'une partie des maquisards. En effet, depuis la disparition de Raymondet, Joseph et les Yougoslaves sont en alerte. Ils dorment leurs chaussures aux pieds. Ça, c'est un témoignage de Poussin qui nous permet de le savoir. Et dès qu'ils ont entendu les bruits des moteurs plus bas, leur décision a été prise, sans hésiter. Il faut partir. Charles Martinotti et les autres vont décider de rester et d'affronter l'ennemi. Ils ont des armes issues d'un parachutage qui a eu lieu de l'autre côté de cette montagne, au Léa, sur la commune de Montandry. Charles Martinotti donne à Poussin, Charles Michel, une caisse, une petite boîte qui contient les archives du maquis. Et il lui dit d'aller cacher ces archives dans les bois. Charles Michel est le dernier à quitter le chalet. À partir de là, l'engagement va commencer terriblement inégal. D'un côté, 120 hommes qui savent se battre, qui ont l'expérience du feu, qui ont des mortiers, qui ont des fusils mitrailleurs, des mitrailleuses, et en face, 8 jeunes hommes qui, eux, ne se sont jamais battus. Au petit matin, les munitions font défaut, le chalet a pris feu,
les 8 hommes se rendent. Ils sont capturés, on leur enlève leurs chaussures, pour qu'ils ne tentent pas de fuir. On leur prend tout ce qu'ils possèdent, en particulier ce qui pourrait permettre de les identifier. Et puis on les mène à une 50aine de mètres du chalet. Et là, on les mitraille. Puis, on leur donne le coup de grâce. François Giraud, le voisin, est lui aussi capturé, abattu à côté de sa maison. Puis, cette sanglante besogne effectuée, les Allemands mettent le feu à la totalité du hameau. Mais l'opération n'est pas terminée. Maintenant, la répression va s'abattre sur le village. Catella, qui avait insisté quand il était au maquis pour participer aux missions de ravitaillement, sait exactement quelles sont les fermes où les résistants se fournissent. Il emmène donc les Allemands sur les lieux. Plusieurs fermes sont perquisitionnées, pillées, on vole tout. Le beurre, la viande, les animaux sur pattes, la gnôle. Et ce qu'on ne peut pas prendre, on le détruit. Les hameaux de la Chezaz, des Pujats, des Bonfants, des Colons, du Pichet sont touchés par cette répression, à l'issue de laquelle 6 fermes sont incendiées. Et puis, enfin, l'indicateur désigne les soutiens actifs au maquisard. 7 personnes sont désignées par Georges Catella. Joseph Sémillon, c'est lui qui l'avait amené jusqu'au maquis, qui était chargé de convoyer les maquisards depuis la plaine jusqu'ici. Émile Chevrier, 22 ans, et ses parents, Euphrasine et Philibert. Fanchon Pichet, 43 ans. Henri Lantôme, 29 ans. Camille Butard, 41 ans. Louis Pichet, le mari de Fanchon, a réussi in extremis à s'échapper. Charles Michel Poussin, à qui on avait confié la fameuse boîte, joue de malchance et se fait capturer par Catella lui-même. Tous les prisonniers sont transférés à Chambéry, à la Villa Messager, qui est le siège de la SIPO-SD. Là, ils subissent des interrogatoires, des tortures, puis ils sont tous déportés. Sur ces 7 déportés, 4 ne reviendront pas. Camille Butard meurt le 5 août 1944 à Flossenbourg. Henri Lantôme meurt le 30 août 1944 à Melk. Philibert Chevrier meurt le 2 octobre 1944 à Artheim. Et Fanchon Pichet meurt le 27 février 1945 à Ravensbrück. Les corps des 8 maquisards sont inhumés le 17 mars à Saint-Georges, sans avoir pu être identifiés. J'ai des maisons trop proches les unes des autres, même les autres, presque toutes. Plus tard, quand je fus en âge de comprendre et sous la pression de mes questions, on m'expliqua que les Allemands, furieux de leur débâcle, se vengeaient de leur défaite en faisant sur leur repli le plus de mal qu'il en était possible, allant parfois jusqu'à tuer des gens dont le seul tort avait été de se trouver sur leur route. Je me souviens de ces gamins dans notre cuisine, armés d'une mitraillette. Ils semblaient gênés d'être là. Je crois que, malgré leur uniforme, ils ne comprenaient pas cette guerre qui les avait éloignés de leur pays, de leur famille, de la vie. Et sans doute ne la voulaient-ils pas. À chaque étape de la vie, on se forge d'espoir. Espoir qui évolue au fil de l'âge. Mais il y en a un qui reste malgré le temps courant,
plus jamais ça, plus jamais ça. Et pourtant. L'épisode tout aussi traumatisant en août. Le 15 août, une armée alliée débarque en Provence. Dès le lendemain, la Wehrmacht décide l'abandon du sud et du sud-est de la France. La Maurienne devient l'axe principal du repli vers l'Italie du Nord de la 157e division. À partir du 21 août et jusqu'au 25, les convois vont se succéder dans la vallée de l'Arc. Des centaines et des centaines de véhicules, des Allemands, des miliciens, des collabos de tout poil. Le 22, le commandant en chef de la 157e division, le général Pflaum, remonte lui-même la vallée. Les jours qui suivent vont être terribles pour la Maurienne. Le 23, ce sont 34 personnes qui sont exécutées sur l'ensemble de la vallée, dont 25 pour la seule ville de Saint-Michel. Le 24, on compte 30 exécutions, dont 14 à Argentine. Le 25, c'est le massacre de 14 otages au pont de la Pouille, juste en dessous. Les meurtres s'accompagnent d'incendies de hameaux ou de villages, à Montvernier, Villars, Clément, Épierre, Montricher, Éton, Hermillon, sans parler des pillages, des prises d'otages et des viols. Saint-Georges va prendre place dans ce tableau de feu et de sang. Le replat entre Saint-Georges et Saint-Alban-d'Urtière constitue un point clé pour surveiller la circulation de la vallée. Il va donc être en permanence sillonné par les fantassins allemands qui vont multiplier les exactions. Du 24 au 28 août, pas un jour sans qu'une maison ou une grange ne brûle. Et sauf erreur de ma part, 8 personnes vont être assassinées durant ces terribles journées. Le 24, vers 20h30, Félicien Georges, dont la maison avait été incendiée en mars, est interrogé par une patrouille sur la présence de terroristes dans le village. Accusé de mentir, les Allemands mettent le feu à sa nouvelle maison. Alors que sa femme et sa fille tentent désespérément de faire sortir les animaux de l'étable, elle voit Félicien emmené par les soldats. Dans le même temps, Fernand Vinet est lui aussi embarqué. On ne les reverra plus vivants. Tous les deux seront exécutés le lendemain au pont de la Pouille. Ce même jour, une unité blindée de l'Africa Corps arrive d'Italie pour sécuriser le repli de la 157e division harcelée par les FFI. Elle va retarder la progression des forces FFI venant de Grenoble, de Chambéry et aussi de Haute-Savoie et semer la terreur sur son passage. C'est elle qui commet les massacres à Aiguebelle et à Argentine. Le 26 août, des unités FFI venues de Chambéry et de Haute-Savoie arrivent enfin à Aiguebelle, abandonnées par les Allemands. La bataille pour la reconquête de la vallée va commencer. L'objectif des FFI est de déborder les Allemands par ses flancs. Et Saint-Georges est un passage obligé. Une grande partie de la population s'est enfuie sur Mont-Gilbert, sur la vallée des Huiles, en plus haut dans ce qui était encore des alpages. Mais certains restent et vont se retrouver au cœur des affrontements. Dans la matinée du 26, c'est Juliette Mélan, une jeune fille de 20 ans, qui est tuée au hameau de Côte-Nessy. Le 27, une colonne FFI monte en direction du village. À sa tête, le célèbre La Vapeur, un chef de corps franc. Il mourra le lendemain, grièvement blessé. La résistance savoyarde perd avec lui une de ses figures emblématiques. Le même jour, 2 hommes du village sont tués au plan du mât, Marius Giraud et Louis Mollaret. Un peu plus tard, c'est Théodule Pillet, 66 ans, qui est tué. Vers 21h, une patrouille allemande surgit dans le chef-lieu et l'incendie. Les habitants réfugiés sur les hauteurs
voient toute la nuit leur village dévoré par les flammes. Mais la destruction du village ne suffit pas aux Allemands. Le 28, ils reviennent et incendient encore les hameaux de Froidefontaine, du Besset, de la Minière et de la Guille. Ce même jour, au hameau des Colons, qui a déjà été incendié, Joséphine Ruggieri, 75 ans, est abattue près des ruines fumantes de sa maison. Le 29, alors que le front allemand est en train de plier dans la vallée sous les coups des mortiers américains et que Pierre va tomber, c'est Pierre Bouvier, 70 ans, qui est tué au hameau de la Touvière. Il est la dernière victime des balles allemandes sur la commune. Ainsi se termine ce sombre épisode de l'histoire de Saint-Georges. Un sous-officier allemand fait prisonnier et interrogé en 1945 sur les crimes de guerre déclarera que Saint-Georges était marqué comme village rouge. C'est peut-être cette réputation qui lui a valu l'acharnement avec lequel l'occupant a cherché à le détruire. C'est la libération, mais la joie n'est pas au rendez-vous. Il y a les morts, les déportés dont on ne sait pas encore que 4 d'entre eux sont morts, et tant de personnes qui ont tout perdu. Il va falloir du temps pour reconstruire et panser les plaies, mais ne pas oublier. Il y a quelqu'un dont le destin n'est pas encore scellé. C'est Raymondet, c'est Georges Catella. Après son forfait, il a touché une récompense à Chambéry, entre 5 000 et 10 000 francs, ce qui à l'époque est une somme considérable. Il sait qu'il ne peut pas rester sur Chambéry, il est connu. Alors il se fait faire une lettre de recommandation par le chef de la Gestapo et il part à Paris proposer ses services aux CIPO-SD parisiens. Il trouve une place dans un garage, il devient chauffeur pour les Allemands et participe dans ce cadre à des opérations de pillage chez des familles juives. Au moment de la débâcle, il va fuir, on va retrouver sa trace en Lorraine, puis en Allemagne, en Autriche. Et en 1945, peut-être pense-t-il qu'on l'a oublié, il revient par l'Italie en Maurienne. Mais un contrôle d'identité, il est arrêté par les gendarmes. Il va être condamné à mort. Mais nous sommes en 1945, le temps de l'épuration violente est passé, et cette condamnation à mort, un mois après, est commuée en travaux forcés à perpétuité. Et puis, ces travaux forcés à perpétuité vont devenir 20 ans de travaux forcés. Et puis, en 1955, il est libéré. On retrouve sa trace en 1967, dans le sud-ouest de la France. Il fait une demande pour recouvrer ses droits civiques. Je ne sais pas si la République le lui a accordé. La compagnie de danse Antonia Flamenco. Ayala. La compagnie Théâtre en Maurienne. Les rôles un peu particuliers. Le rôle du maire tenu par un vieux maire, Alain. L'institutrice Fabienne. Les rôles des méchants. Alain, dans le rôle de Raymondet, Georges Catella. Didier, dans le rôle
pas simple, de l'officier nazi. Notre charmante Yolande, témoignage particulier et vrai. Le maître conférencier, historien, Michel. Eh ben, Madame, Messieurs, Daniel Gros. Et merci à vous, tout simplement, public, d'être venu à cette soirée si particulière. Je suis très content et très fier de ce qu'ils ont réalisé. Voilà, je tenais à le dire. Merci à vous.